l'IA est un enjeu stratégique. Maintenant, ce qu'on a vu surtout, c'était que c'était les données, l'utilisation des données. L'intelligence artificielle n'est finalement la somme que des informations par lesquelles on la nourrit. Donc il va falloir être très vigilant sur les informations avec lesquelles on la nourrit, justement. À quel moment, justement, chez Arkea et vous, dans votre travail, vous avez pris en compte, justement, cet enjeu stratégique très rapide de l'IA ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, l'exploitation du coût des données, le fait de tirer profit des capacités de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est effectivement vu comme un enjeu stratégique. C'est le cas notamment du coup depuis la mise en place du plan stratégique Transition 2024 et qui a démarré du coup en 2020 avec la création notamment du coup d'une structure qui est effectivement le Data Office et qui vise à accompagner les différentes entités du groupe, donc des directions centrales, des filiales, dans comment est-ce qu'on identifie des sujets et comment est-ce qu'on les développe pour tirer profit justement de ces capacités-là. Avec un axe quand même particulier, c'est que on a aussi mis en place une initiative qui vise à garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Donc on se trouve vraiment à l'articulation du coup des sujets, donc à savoir comment est-ce qu'on tire profit de ces capacités tout en mettant en œuvre des choses très concrètes, notamment sur les dispositifs IA de confiance, avec des enjeux du coup de certification, de labellisation. C'est un enjeu stratégique parce que c'est un levier effectivement de développement de nouveaux produits, de nouveaux services à destination de nos clients. Également du coup une opportunité de faire évoluer, d'optimiser certains de nos métiers, que ce soit des métiers cœur bancaire sur des sujets liés à la détection de fraude, à la conformité, auxquels on est évidemment très exposé. Également sur des fonctions support qui on retrouve dans toutes les organisations, que ce soit sur les aspects RH, l'IA au service également des fonctions informatiques, typiquement pour gérer notre système d'information. Donc on va le retrouver vraiment partout. Et là, quand je parle effectivement d'IA, je parle de l'IA au sens large. Effectivement, ces derniers mois et cette dernière année, l'IA générative est venue encore changer le paradigme parce qu'en mettant à disposition du grand public des outils sur la place, on voit que chacun, dans son quotidien, a commencé à utiliser et justement à se projeter en fait sur des usages qu'on peut avoir ensuite dans nos propres métiers. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était plutôt à aller sensibiliser, pousser, essayer d'identifier des cas d'usage. Maintenant, c'est une vague de cas d'usage qui nous parvient et qu'on doit accompagner. Ensuite, il y a peut-être un élément aussi, et je pense que c'est aussi un enjeu stratégique pour les entreprises, c'est que il n'y a pas qu'une seule façon en fait d'aller vers l'exploitation de cette technologie. Là, on a vu beaucoup effectivement de solutions grand public comme ChatGPT, effectivement, qui a un effet waouh évident. Pour autant, il y a aussi un chemin où les entreprises peuvent s'engager en fait dans cette démarche-là. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des dizaines de data scientists, des dizaines de développeurs spécialisés en IA pour pouvoir développer des IA qui soient plus sobres, plus souveraines. Je vais prendre un ordre de grandeur et on n'a pas besoin de ChatGPT sur tous les cas d'usage, en l'occurrence. Juste un ordre de grandeur, on a eu une démarche un petit peu particulière et singulière ces derniers mois sur le fait d'avoir développé notre propre IA générative, qu'on a d'ailleurs mis en open source, donc c'est-à-dire à disposition des développeurs des autres organisations. Cette IA, elle est spécialisée en français, ce qui n'est pas forcément le cas des IA qu'on va retrouver du coup sur la place. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus sobre, c'est-à-dire qu'à titre de comparaison, pour répondre à une question, si on le fait à un modèle d'IA générative grand public, l'ordre de grandeur, c'est 80 GPU. Vous savez, c'est puissance de calcul qu'on retrouve sur les PC de gamers. Donc c'est de la ressource informatique importante. Aujourd'hui, avec notre modèle, on n'en a besoin que d'une seule. Voilà l'ordre de grandeur des choses desquelles on parle. C'est plus souverain, puisqu'au final, c'est maîtrisé. C'est un élément extrêmement important. Je pense qu'il n'y a pas d'IA responsable sans IA maîtrisée. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on se refuse d'aller exploiter certains services proposés par globalement les grands acteurs, effectivement, principalement du coup les GAFAM, des acteurs américains qui ont développé ce qu'on appelle ces gigamodèles. Maintenant, on veut le faire cas d'usage par cas d'usage, en accompagnant. Il y a un gros sujet d'accompagnement, effectivement, des différents métiers, des différentes entités. Et donc, il y a effectivement des évolutions sur... on va toujours avoir besoin d'un certain niveau d'expertise et on va avoir besoin de sensibiliser beaucoup les métiers avec lesquels on interagit.
Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, c'est drivé par une transformation technologique qui dure depuis quelques années. Là, on est vraiment sur une transformation d'entreprise, finalement. C'est ça vraiment, du coup, l'évolution majeure, on va dire, de ces derniers mois. Concrètement, du coup, chez Arkea, l'IA, vous la déployez en interne pour votre organisation, ou est-ce que pour aussi les clients au-delà du chatbot, voilà, quel usage on fait? Et puis vous le dites, c'est à la fois une déferlante de possibilités et en même temps il faut gérer les peurs, à s'assurer de la qualité des données. Vous cherchez vous-même à développer des réseaux français. Enfin, Mistral aussi a commencé à bien booster le marché, à montrer aux Américains qu'on était là. Mais voilà, comment on gère tout ça? Et concrètement, chez Arkea, ça se traduit comment? Ouais. Par quel cas d'usage, oui, effectivement. En fait, donc, sur l'IA, et je vais plutôt me focaliser après sur les cas d'usage liés à l'IA générative, hein, qui est comme, oui. on va dire, le sujet effectivement tendance du moment. C'est-à-dire que ça fait quelques années maintenant qu'on développe les sujets d'IA sur la lecture augmentée du coup de documents, extraire des informations du coup de documents, typiquement sur les sujets du moment qui sont l'extraction du coup de données extra-financières, par exemple de DPE, par exemple. Hein, c'est comment est-ce que on facilite la collecte des informations des DPE qu'on va récupérer pour les stocker ensuite du coup dans notre système d'information pour globalement avoir des parcours qui soient fluides, etc. On a des sujets sur la détection de fraude, hein, qui a été évoqué aussi plutôt dans une précédente intervention. Donc ça, ce sont les sujets, on va dire, généraux qu'on continue du coup d'adresser. On en a des dizaines, je vais pas faire, l'enjeu n'est pas de faire une liste à l'après-vert. Sur les sujets d'IA générative, effectivement, là, il y a eu beaucoup de présentations et je pense que c'est extrêmement important et effectivement de montrer le champ des possibles, notamment sur la génération de contenu vidéo, d'images, de textes, éviter le syndrome de la page blanche. Et je pense qu'on ne peut être qu'avoir l'effet waouh en fait quand on voit effectivement le champ des possibles. Il y a des cas d'usage effectivement de ce type-là dans les organisations. Maintenant, il y a aussi beaucoup de cas d'usage, on va dire, sur lesquels on a globalement un corpus documentaire, que ce soit un corpus documentaire, voilà, un ensemble de contrats, on a des corpus documentaires qui sont de la documentation technique, des modes opératoires, des rapports ESG. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on propose une expérience nouvelle d'interaction avec ces corpus documentaires. Ça, c'est la grande famille de cas d'usage. Vous gagnez du temps ou vous gagnez de l'efficacité? Il est où le gain là? Alors, effectivement, c'est soit du gain de temps, soit effectivement une façon de proposer du coup des services, d'ailleurs que ce soit à nos propres collaborateurs. On vise d'abord ça, hein, effectivement, parce que en fait de savoir d'ailleurs quelle va être la pertinence du coup des réponses, comment est-ce que demain on peut l'exposer potentiellement à nos clients. On veut d'abord se faire des convictions. En général, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne. On se fait des convictions en le développant pour nos propres besoins, et ensuite, typiquement sur les contrats d'assurance, là on a une expérimentation qui est en cours. On a un ensemble du coup de contrats et c'est comment est-ce qu'on interagit de manière nouvelle avec ces contrats. On facilite l'accès à de l'information dans une multitude du coup de contrats. On doit s'assurer que les réponses apportées ne portent pas d'hallucination, hein, qui est une des problématiques, on va dire récurrentes quand on parle du coup d'intelligence artificielle et générative. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça effectivement du coup les grandes démarches. Et globalement, on a deux grandes familles de ce qu'on appelle de produits, d'expériences qu'on peut imaginer. Effectivement, avec un format de type chat, comment dirais-je, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver sur ChatGPT, mais en se basant uniquement sur des corpus du coup documentaires qui sont les nôtres. Ensuite, on a ce qu'on appelle du coup du moteur de recherche augmenté, c'est-à-dire que identifier dans les documents les zones effectivement qui sont pertinentes, en n'étant pas que sur de la recherche de mots-clés, mais en utilisant les capacités de l'IA générative pour identifier des passages, faire des résumés, etc. Et ça, vraiment, on a tous les métiers du coup de l'organisation qui sont intéressés par ces sujets-là. Par contre, l'effet waouh, moi je vois aussi l'effet waouh de la perte de données qu'on donne énormément, les gens qui s'inquiètent aussi de savoir s'il y a une protection de leurs données, donc le volet réglementaire, il est hyper important là sur ce... Alors, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé effectivement du champ des possibles. Et en fait, donc au niveau du Data Office, on a à la fois cette casquette sur la partie innovation, qu'est-ce qu'il est possible de faire, accompagner les usages, et puis accompagner dans le développement, la mise en œuvre et l'ouverture du champ des possibles. On a aussi du coup cette mission sur le fait de garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Et là-dessus, en fait, on a quand même un
contexte réglementaire qui a grandement évolué ces derniers mois et ces dernières années avec les Acts, dont je pense que tout le monde a en tête. On est arrivé fin d'année justement à une phase de consensus au niveau du coup de la Commission européenne. Donc une réglementation qui va être mise en application plutôt du coup en 2025-2026. C'est Thierry Le Breton qui l'apporte, mais c'est même la France qui insuffle d'ailleurs cette réglementation. Ouais. Et on prend part effectivement aux discussions, aux débats, en émettant effectivement, il y a des enjeux sur le fait de pouvoir être aussi, si on veut avoir des alternatives souveraines européennes, il faut qu'on soit vigilant sur ce texte réglementaire. Et donc la façon dont on a abordé le sujet, et c'était avant la partie IA générative, c'est qu'on s'est engagé dans une démarche, ce qu'on appelle du coup d'IA de confiance. En fait, cette réglementation, elle est anticipée d'un ensemble de corpus normatifs qui donne en fait des grandes lignes de ce qui va arriver avec la réglementation. Donc il y a des choses que les entreprises peuvent engager justement pour aller chercher du coup de la certification IA de confiance. Il y a des dispositifs externes qui sont là aussi pour labelliser justement ces dispositifs IA de confiance. Et globalement, l'enjeu, c'est que ce qu'on fait en matière du coup de développement, de cas d'usage, en matière justement d'anticiper, de tirer profit de cette IA générative, qu'on ne se retrouve pas lorsque la réglementation va être mise en application à devoir tout revoir parce qu'on n'aura pas anticipé ça. Donc on est vraiment du coup justement à la frontière du coup de ces deux mondes qui évoluent. C'est effectivement tirer profit et tirer bénéfice et proposer du coup à nos clients, à nos collaborateurs, toutes les capacités effectivement offertes par l'intelligence artificielle, tout en étant vigilant sur il faut qu'on soit dans un dispositif d'IA de confiance. On mène des thèses chiffres. On a effectivement aussi, comment dirais-je, répondu à des appels de chair justement qui vont se pencher sur cette question cruciale qui est l'IA de confiance dans les années à venir. Et on ne va pas se mentir. La réglementation et ce corpus documentaire, il a été travaillé, on va dire, à l'heure de l'IA classique. Il a été fortement bousculé par l'émergence des IA génératives. Donc, la temporalité est quelque chose d'extrêmement important sur ce sujet-là. On voit que ça bouge encore énormément. Juste garder à l'esprit qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'y aller et qu'il n'y a pas d'IA responsable sans IA maîtrisée. Voilà. Non. Sous contrôle, on va en reparler tout à l'heure. Matteo Beacco, alors il disait tirer profit, tirer bénéfice, ça c'est des mots qui vous ont parlé. Donc vous êtes cofondateur et président d'IDEA. Vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que c'est intéressant de voir aussi comment l'IA peut nous aider à mieux faire, tout en restant sur ce que tu évoquais à la fin de ta présentation, Cyril, sur toutes ces questions environnementales, sociétales. Donc là, on cumule un peu avec votre dispositif, qui est un dispositif très malin. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être intéressées. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça peut aider nos organisations en Bretagne, notamment pour les entreprises qui sont là. Bien sûr. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous, on est un cas d'usage d'intelligence artificielle qui est spécialisé dans la gestion d'approvisionnement de produits frais. En fait, aujourd'hui, tout ce qui va être produits qui sont vendus sans code barre, donc vous mettez les fruits et légumes, la boucherie, la marée, la boulangerie, sont des produits sur lesquels les décisions d'approvisionnement, c'est-à-dire savoir combien de kilos de bananes il faut que j'ai en stock, combien de kilos de farine pour faire mon pain le matin, sont très très complexes. En fait, se dire ça, c'est prendre en compte des milliers de paramètres, c'est-à-dire est-ce qu'il fait beau demain, est-ce que mon prix est cohérent vis-à-vis du marché, est-ce que mon concurrent fait une promotion. Et aujourd'hui, nous, c'est tous ces cas d'usage-là qu'on rassemble chez IDA et qui permettent de passer des commandes qui maximisent les marges et surtout minimisent les pertes pour l'ensemble des commerçants alimentaires qu'on équipe. Donc aujourd'hui, on bosse énormément avec la grande distribution, donc Carrefour, Système U, Intermarché notamment, et on aide les magasins via une application qui est toute simple, qui va leur permettre, plutôt que de parfois sortir un bout de papier, un stylo, estimer de tête tous ces paramètres-là, regarder la météo, avoir directement une proposition de commande qui va être optimale et qui va leur permettre du coup de leur faciliter la vie. Et ce qui est assez important, et on y reviendra de toute façon tout au long du débat, c'est nous, on n'a jamais vocation à remplacer un humain, mais simplement à l'aider à faire une tâche qui avant était concrètement impossible et sur laquelle il faisait des grosses suppositions. Et c'est ce qu'on permet aujourd'hui et on est très heureux d'avoir une grosse croissance là-dessus.
Et puis surtout insister sur la partie de lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'il est difficile pour un acheteur effectivement de travailler la matière ultra frais. Et là, vous arrivez à proposer avec ce logiciel d'affiner, d'être quasi pas en temps réel, mais vous m'expliquez l'exemple des tomates, pardon, mais il est très parlant. Oui, effectivement, dans les milliers de paramètres qu'on va prendre en compte, il se passe énormément de choses du point de vue du frais. C'est pour ça qu'on est assez spécialiste du frais. Vous prenez une tomate, vous la laissez 24 heures chez vous ou dans un rayon de supermarché, elle perd à peu près 4% de son poids. C'est de l'évaporation d'eau concrètement. Donc en fait, si votre logiciel traditionnel la gère au poids, vous allez avoir un poids entrant et un poids sortant et vous allez avoir l'impression que vous avez perdu 4% de matière alors qu'elle n'a pas été perdue, elle s'est simplement évaporée. Sur la diminution du gaspillage, c'est au cœur de notre mission. Notre mission, c'est de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire et de rendre les produits frais accessibles à tous. Et ça fait écho à beaucoup de choses dans l'actualité. Sur toute la chaîne d'approvisionnement des produits frais, vous avez de la perte au niveau agricole pour des produits qui ne sont pas sélectionnés ou qui sont perdus sur les pommiers, notamment à cause de sécheresse. Vous avez de la perte au niveau des 10 jalons potentiels de grossistes que vous allez avoir. Vous avez de la perte au niveau des centrales d'achat qui sont un peu au cœur de l'actualité en ce moment. Vous avez de la perte au niveau du magasin et vous avez de la perte au niveau du consommateur. Cette perte-là, elle est due au fait qu'on a surstocké à un moment un produit sans le vendre ou sans le consommer. Et nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est justement, grâce à de l'intelligence artificielle, de permettre à tout le monde d'avoir le bon niveau de stock au bon endroit, au bon moment, pour permettre de limiter drastiquement ce gaspillage. Et sur les magasins, par exemple, supermarchés, proxy et hyper qu'on équipe, on a de 30 à 50% de réduction du gaspillage observé en amont, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas des produits qui, dans tous les cas, ils n'auraient pas vendus. Et ça, c'est un gain économique énorme. Et c'est un gain d'un point de vue de la responsabilité sociale des entreprises qu'on a vu tout à l'heure, notamment les distributeurs alimentaires, qui ont un gros rôle à jouer. Et au-delà de ce gain-là, ce qui est intéressant, c'est que si on achète des produits qui vont être plus frais, donc qui vont plus donner envie, vous prenez une tomate qui a été stockée un jour, 2 jours dans un supermarché, vous allez la stocker 3 ou 4 jours et vous allez potentiellement la jeter. Si elle a été stockée 2 jours de moins en amont et 2 jours de moins sur l'encore amont, en fait, elle va stocker plus longtemps chez vous et peut-être que vous ne la jetterez pas aussi. Donc plus de profit, moins de gaspillage alimentaire, plus rapide. On ne va pas rentrer effectivement dans la manière dont le logiciel fonctionne, mais je pense qu'il y a des gens dans la salle qui seront intéressés de vous poser la question. Vous avez fait une première levée de fonds assez impressionnante pour développer IDEA. Quand on voit ça, on se demande pourquoi pas autre que les fruits et légumes, tout ce qui est boucherie, poissonnerie. C'est applicable, ce genre de choses ? Oui, complètement. D'ailleurs, on a beaucoup de cas d'usage là qu'on travaille avec nos clients existants sur la partie promotionnelle, c'est-à-dire comment juger d'une bonne promotion. Si je mets à moins 30%, pourquoi pas mettre à moins 25%? Et en fait, est-ce que je ne ferais pas plus de profit à mettre à moins 25%? Et donc tout ça, c'est vraiment notre cœur de métier, de se projeter dans l'avenir et d'estimer du coup quelle serait la maximisation du profit pour une entreprise. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on est leader européen sur la partie magasin. Et on est en train justement de remonter la chaîne avec beaucoup de projets qu'on mène avec notamment le groupe Asten en Bretagne sur la partie centrale d'achat, sur la partie grossiste et de remonter in fine jusqu'à l'agriculteur en disant que si on a projeté sur tout le monde, pourquoi pas lui? Parce que lui, et on le voit aujourd'hui, c'est celui qui se fait avoir dans ce maillon de la chaîne-là, c'est celui qui vend avec la plus faible marge et c'est celui qui n'arrive pas à se nourrir aujourd'hui. Oui, rappelons-le bien. On a une pensée pour eux très forte aujourd'hui. Ce qui était intéressant aussi dans ce que vous m'expliquiez quand on a préparé ce moment, c'était de dire aussi que sur des métiers d'acheteurs qui sont des métiers assez lourds, justement, on passe beaucoup de temps à vérifier ses stocks, à jauger, à essayer de millimétrer, que ce soit dans les centrales d'achat, les magasins. Là, vous dites aussi que c'est une manière de redonner du talent à un métier, parce que le métier, du coup, n'est plus dans ces lignes interminables faites à la main, c'est ça? Il y a possibilité tout d'un coup de revisiter nos métiers dans l'agroalimentaire ou dans l'agriculture ou dans la grande distribution? Exactement, et ça c'est une vision que j'ai toujours eue personnellement face à l'innovation et face à la toute dernière en date et l'intelligence artificielle. Et pour reprendre ce que dirait Cyril, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un que vous allez embaucher de bosser sans une calculette, par exemple. Si vous allez embaucher un comptable, vous lui dites chez nous on interdit la calculette, il ne viendra pas bosser chez vous normalement. Vous tous, en tant que dirigeants d'entreprise, vous avez tous un énorme problème de recrutement, en particulier sur des métiers très, ce qu'on appelle frontline, c'est-à-dire des métiers qui n'ont pas nécessairement de bureau, etc. Donc dans la distribution, c'est très criant. Vous avez peut-être 97% des distributeurs qui constatent un énorme problème pour recruter. Lidl est passé à la semaine de 4 jours pour essayer de se rendre attractif. Moi, je pense que justement, l'innovation va permettre de rendre des métiers qui sont encore un peu trop calculettes et un peu trop manuels un peu plus intéressants en les permettant de se concentrer sur de la relation client, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, on vit d'une époque qui est très relationnelle,
Et c'est finalement ça que viennent chercher les gens, et c'est pas nécessairement des tâches très répétitives et manuelles qui seront de plus en plus gérées par la machine, on pense. Cyril, tu connaissais l'IDEA déjà? Tu connaissais ce... Non, je le découvre là, je l'ai entendu un petit peu parler en tout cas, mais je trouve qu'en l'écoutant, on a vraiment cet exemple qui dit bien une chose, c'est que l'innovation, c'est qu'un outil, et qu'à un moment donné, on a, ces dernières années, toujours parlé d'innovation, on a abandonné le terme de progrès, pour plein de raisons, parce qu'on s'est aperçu que la technologie toute seule, ça ne produisait pas forcément du progrès, ça doit être le fruit de choix, et de choix préalables. Et dans ça, il y a une vision, il y a une envie, mais comme d'ailleurs le disait Maxime tout à l'heure avant, je crois que déployer une technologie, ça nécessite avant tout de faire des choix, parce que effectivement, ensuite, ça dessine un chemin vers l'avenir. L'avenir sera effectivement ce qu'on va en décider, et là-dessus, bien entendu, qu'énormément de tâches vont être automatisées, qu'on ne va pas freiner ça. Mais je crois qu'effectivement, si on fait le choix d'aller ensuite vers des métiers qui respectent mieux les rythmes humains, qui sont plus dans l'interaction, oui, il y a aussi des perspectives de construire, à mon avis, une société qui sera un progrès vis-à-vis d'aujourd'hui. Alors Alain Perrin, justement, vous êtes directeur général de la coopérative Eureden, et le choix, vous l'avez fait assez rapidement, vous aussi, quand l'IA a explosé, en tout cas, tout de suite, vous vous êtes mis en chantier, et vous avez décidé de monter une équipe au sein d'Eureden. Pour quelles applications sur une coopérative comme celle-ci? Oui. D'abord, bonjour. D'abord, en montant sur scène, je me suis dit qu'il y avait peut-être une erreur de casting, mais je voudrais vous confirmer que l'IA et ces différents sujets ne sont pas réservés aux jeunes générations. Et je ne parle pas de moi, nécessairement, encore qu'on ne se voit pas, mais je pense aussi aux entreprises anciennes comme les nôtres. Alors, juste un mot de Eureden. Eureden, c'est un groupe agroalimentaire coopératif. C'est donc enraciné en Bretagne, qui rayonne en dehors. Et donc, dans nos métiers, il y a plusieurs difficultés qui nous empêchent d'avoir facilement accès à ces sujets-là. D'abord, c'est des métiers complexes. On est dans le domaine du vivant. Donc, une fois que la tomate est produite, on peut avoir une idée de ce qui se passe, mais les conditions de production, etc., il y a énormément de paramètres, énormément de variables, énormément d'incertitudes. Quand les situations sont normales et quand on est dans un contexte de changement climatique, les choses sont encore plus compliquées. Mais pour autant, moi je suis convaincu depuis très longtemps que la data peut enrichir, éclairer les décisions qu'on prend au quotidien. Et en effet, très tôt, avec ces idées-là, on a créé une équipe de data scientists autour de l'idée que, avant même, on va dire l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des modèles qu'on peut entraîner. Voilà. Alors je vais dire des trucs compliqués, mais on modélise des systèmes avec des équations différentielles partielles et avec la data. On peut, avec les outils de simulation qu'on a maintenant, on peut résoudre ces sujets-là et optimiser de manière très efficace. Quand je dis que nos métiers sont complexes, ils sont très riches aussi chez nous, les équipes sont très riches en IH, intelligence humaine, avec un niveau d'expertise qui est assez impressionnant. Si on passe un peu de temps avec les techniciens en culture, dans les outils industriels, etc., les gens savent la température de l'air, la température de l'eau, l'humidité, régler la machine, etc. Ils ont tout un savoir-faire là-dessus. Donc la première difficulté à laquelle on est confronté quand on utilise la data, c'est qu'on fait des modèles, on leur présente les résultats, et ils disent ouais, c'est comme ChatGPT 3.5, comme le disait Cyril tout à l'heure, ouais, il fait plein d'erreurs, ce gars-là. Je vais prendre un exemple concret. Nous, on produit du haricot vert. En Bretagne, on produit du haricot vert. Donc on sème du haricot vert un peu partout sur le territoire et un peu en dehors de la Bretagne également. Et un des enjeux pour nous extrêmement importants, c'est l'optimisation de la récolte. Quand le haricot est mûr, il faut le récolter et 2-3 heures après, il faut qu'il soit en bocal, qu'il soit surgelé, etc. pour préserver toutes ses qualités nutritionnelles et organoleptiques. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut optimiser le chantier de récolte et donc anticiper la date de récolte. Et donc, on a un réseau de techniciens qui passent quelques jours avant la récolte pour essayer d'anticiper, etc. Donc, on a entraîné un modèle avec un certain nombre de données dans un premier temps pour essayer d'anticiper ça. Et on va dire à 5 semaines avant la récolte, on pouvait anticiper la date de maturité du haricot vert à 6 ou 7 jours.
Moi, les techniciens nous ont dit oui, c'est ChatGPT 3.5 encore une fois. Et puis, en rajoutant des données de type météo, des données historiques, voilà, en affinant la modélisation, on est passé à 2-3 jours. Et là, en termes d'optimisation du chantier, là, ils disent, ouais, d'accord, ok, on rentre là-dedans. C'est un peu vrai sur nos différents outils. Là, je parle des productions végétales, mais si je parle d'un élevage, la problématique, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe pour un ruminant en fonction de ce qu'il a mangé, etc. Et de la même façon, sur les outils industriels sur lesquels on optimise, je ne sais pas, l'utilisation d'énergie, l'utilisation d'eau, etc., en fonction des températures, etc. Donc, en effet, sur ces sujets-là, on a commencé à se doter d'équipes de data scientists qui, petit à petit, ont commencé à travailler avec les gens du métier. Alors, ils ne parlaient pas la même langue, a priori. Donc, mais on avait des gens qui savaient faire l'interface, qui savaient faire la traduction, et c'était aussi là de l'IH dans un premier temps, et qui ont fait ce pont pour qu'on soit capable de travailler sur les cas d'usage et d'identifier des cas d'usage. Du coup, il y a quand même 18 500 adhérents, hein, je crois, à Reden. Cet attribut prédictif, hein, finalement, qui permet d'être encore plus optimal dans les productions. Vous arrivez à sensibiliser justement vos adhérents? Comment est-ce qu'ils voient les choses arriver? Et il faut aller, peut-être pas au cas par cas, mais 18 500, c'est long. Mais voilà, comment petit à petit aussi au niveau de vos adhérents, cette IA va être appropriée, acculturée, comme on disait, il était nécessaire de le faire? Donc, en fait, dans le 18 500, on a beaucoup de jeunes aussi, ou de moins de 40 ans, enfin, voilà, qui sont très sensibilisés à ces choses-là, qui essayent d'avancer aussi de leur côté. Donc, on fait des groupes de travail avec eux pour affiner aussi les cas d'usage sur lesquels on peut travailler. Donc, il y en a beaucoup. On a commencé par, je voulais dire ça aussi, on a commencé par la data, d'abord l'analyse de données, puis des modèles qu'on peut apprentissant, enfin sur lesquels on peut faire un peu d'apprentissage pour optimiser les paramètres. Et puis maintenant, et pour ça, il fallait un peu de connaissances. J'avais envie de dire ça aussi. Il fallait un peu de connaissances techniques ou statistiques ou choses comme ça. Quand on voyait la présentation de Cyril tout à l'heure, on voit bien que l'IA, elle fait du code à notre place. Donc on n'a plus besoin de savoir. Et demain, l'IA, elle va même plus faire le code, elle va répondre directement à nos questions sur la base de données. Donc on a commencé par ça, et maintenant on a enrichi nos équipes avec pour l'instant on a une ou deux spécialistes du LLM, enfin Large Language Model, je crois que ça se dit comme ça. Hein, c'est lui, ouais. qui sont en train de travailler sur des cas d'usage. Donc je vais donner 2 exemples peut-être. Le premier, tout simple, c'est qu'on a fait un chatbot, on dit comme ça, hein, je crois, oui. juridique, à destination soit des employés, soit des agriculteurs de demain, là, pour leur permettre d'avoir un premier niveau de crible sur les questions un peu juridiques complexes. S'ils sont énervés, nos agriculteurs, c'est qu'il y a des raisons. Et la complexité est l'une des raisons, les incertitudes juridiques sont l'une des raisons. Donc pour apporter ce genre d'outils auprès de nos salariés et auprès de nos adhérents. Mais on est en train de travailler sur d'autres cas d'usage. Par exemple, je demande aux data scientists actuellement, par rapport au changement climatique et aux évolutions climatiques, de nous aider en prenant les données du GIEC, les données Météo France, qui sont de plus en plus accessibles gratuitement, d'écrire des modèles qui vont nous permettre d'affiner l'analyse de risque. Parce que, vous voyez, la Bretagne, c'est vaste et c'est extrêmement hétérogène, selon qu'on est dans le Nord Finistère, selon qu'on est dans le Sud Morbihan, selon qu'on est à l'Est ou à l'Ouest. C'est extrêmement hétérogène. L'impact du changement climatique n'est pas le même. Donc on est en train de travailler pour essayer d'optimiser la gestion du risque. Pour vous donner une idée de ces changements qui sont extrêmement profonds, un truc super simple, par exemple, l'année dernière, 4 semaines de semis sont arrivées à maturité la même semaine. C'est un cataclysme énorme. Donc ça, c'est un exemple sur lequel on est en train de travailler. La jungle juridique dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi une jungle technologique. Les agriculteurs sont face à des fiches techniques sur, je ne sais pas, qui sont d'une complexité inouïe, qui sont d'une hétérogénéité inouïe. Donc on est en train d'entraîner un modèle
pour traiter ces données-là, pour leur donner des éclairages qu'on va enrichir petit à petit. On va commencer par des PDF, voilà, et puis après on va mettre de l'analyse d'images, etc. On va enrichir les choses. Donc on est en train de faire ça. Et un point important là-dessus, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, il me semble qu'en termes de sécurité, il y a aussi un sujet de souveraineté. Donc moi, de ce point de vue-là, je pense qu'il est extrêmement essentiel qu'on puisse avoir des outils open source. Ça me paraît essentiel pour assurer une souveraineté, parce que les outils seront forcément un peu, selon la façon dont ils auront été entraînés, forcément un peu biaisés, etc. Donc ils auront un rôle d'influence, on l'a vu récemment, ils auront un rôle d'influence très important sur les gens. Donc les entraîner. On a aujourd'hui, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais il y a Mistral AI, c'est assez intéressant, puisque on peut internaliser l'outil, l'entraîner sur nos outils à nous, enfin sur nos serveurs ou les serveurs qu'on met dans le cloud, on peut les internaliser. Donc voilà, on est en train de faire ça. Demain, vous savez, on a en interface avec nos agriculteurs, on a des intranets adhérents pour nos agriculteurs. Ben, on va passer de fenêtres où on clique sur des machins et on essaie de se retrouver dans la jungle des informations qui sont disponibles en lui donnant la possibilité d'avoir une interface type ChatGPT ou type, où on va même bientôt type Alexa, je crois, on dit aussi, qui on pose des questions. Non, je sais, hein, mais... Bon, vous l'avez compris, Alain Perrin est un geek. Ça se voit pas. Hein, ah, si, on a discuté, en plus, vous ne le dites pas, mais voilà, monsieur a fait Polytechnique, tout ça, il comprend des choses que moi je ne comprends pas, assurément. Donc là, je ne fais pas le geek, ça, c'est sûr. Par contre, ce que j'entends, c'est l'appétence avec laquelle vous parlez de tout ça. Vous me confiez gentiment que vous auriez presque voulu que ça arrive 30 ans avant, parce que vous voyez les choses avec beaucoup d'enthousiasme dans le sens, les perspectives qui s'ouvrent à vous, et notamment à vos organisations, pour avoir une espèce d'homme augmenté. C'est ce que vous me disiez, vous avez pris ce terme que Cyril a présenté justement dans sa présentation. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a effectivement de l'inquiétude sur les modifications que ça va entraîner sur les différents métiers. Moi, je vais prendre un exemple simple. Nous, on a beaucoup d'humains dans notre métier. Je parlais tout à l'heure des techniciens qui sont au contact avec les adhérents. C'est extrêmement important. Les adhérents sont sur leur exploitation, répartis sur le territoire. C'est des toutes petites ou petites entreprises, hein, 3, 4, 5 salariés. Donc, voilà, ils sont répartis. Ils ont besoin de ce contact pour de l'information, pour de la technologie, pour savoir comment les choses évoluent. Ils ont besoin de ce contact. Donc nous, on a un réseau de techniciens qui est sur le terrain en permanence. Et je pense que, et effectivement, je parle de techniciens augmentés, avec ces technologies. Voilà, il prend une photo dans une parcelle avant de venir voir l'agriculteur. Il dit « Ah, tu as tel problème, l'IA me dit reconnaissance d'image, il y a de la sclérote sur ton... » Voilà, etc. Donc, je pense qu'on va aller dans cette direction-là. Il y a des tâches qui sont réalisées aujourd'hui par ces techniciens qui vont être automatisées, simplifiées, etc. Et qui sont, en termes de création de valeur, qui sont nulles. Je vais quantifier. J'ai demandé il y a quelques mois de travailler sur un modèle, enfin de faire une maquette, si vous voulez, une maquette d'écriture de comment on pourrait fonctionner. J'avais l'intuition qu'on pouvait, qu'il y avait 70% du temps du technicien qu'on pouvait optimiser pour le dédier sur des tâches à valeur ajoutée. Personne ne croyait que c'était possible. On a fait une maquette et on est tombé sur 65% quand même, quoi. Donc maintenant, on va avoir un enjeu, et ça aussi je voulais insister là-dessus, un enjeu d'accompagnement du changement. On a, comme vous savez, dans une population, il y a les adopteurs précoces. Ouais, c'est ça, les adopteurs précoces, etc. Donc voilà, on en a partout dans l'entreprise, au niveau des techniciens, au niveau des agriculteurs, au niveau des salariés. Oui, vous avez des petits mots entre vous, là. Moi, de spécialistes. Alors, on vous laissera entre spécialistes. Cyril, une réaction par rapport à ça? C'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point, finalement, l'IA même dépasse nos pensées de champ d'investigation, de champ d'action, de possibilités. Et on peut voir que ça va aider l'humain aussi, quand même. Revenons là-dessus. Tout à fait. Je crois que quand on entend parler, là, on le voit en plus avec enthousiasme, je trouve ça génial. Et ce n'est pas un problème générationnel. Tout le monde peut aujourd'hui accéder à ça. Et ça, c'est très important. Et... il y avait l'autre dimension, c'est la question de la souveraineté. Effectivement, je n'ai pas mentionné le terme, mais pour moi, c'était au cœur de ce que je voulais dire. D'ailleurs, on en discute souvent avec Maxime, on partage cette vision-là. Et d'ailleurs, moi, je tiens à saluer ce qu'a fait Arkea
prendre un modèle, donc un modèle qui existait, ils ont fait ce qu'on appelle une opération de fine-tuning pour venir l'améliorer. Ils l'ont re-rendu en open source. En open source, c'est-à-dire je mets à disposition effectivement la technologie pour que d'autres puissent venir la récupérer et l'utiliser pour eux de manière sécurisée. Ça, c'est central. L'open source, on doit absolument en France et en Europe se battre pour ça. Pourquoi? Parce que technologiquement, on a pris un peu de retard sur les États-Unis et la Chine. Donc les rattraper ou les dépasser sur des modèles propriétaires, ça va être compliqué. Par contre, on peut faire autre chose. C'est faire en sorte qu'en rendant ça gratuit, en ligne, que tout le monde puisse en emparer, on casse la valeur économique de ces modèles, pour faire en sorte que ça ne se concentre pas entre les mains de quelques-uns, mais que ça soit entre les mains du plus grand nombre. Et en termes, ensuite, effectivement, d'appropriation, la notion de confiance, elle va être hyper importante. Pardon. Je vais utiliser ces IA si j'ai confiance en elles et si elles ne sont pas aliénantes vis-à-vis de moi. Et ça, savoir les contrôler, effectivement, on va venir les associer sur les serveurs sécurisés des entreprises, sur leur propre base de données, pour être sûr que quand l'IA elle utilise mes données, que quand elle cite une réponse, elle me donne effectivement ses sources, elle va pouvoir effectivement rédiger des notes internes, écrire des courriers, traduire des éléments dans n'importe quelle langue. Donc on augmente le collaborateur, mais tout ça ne sera possible que si on travaille sur des éléments de confiance. Et effectivement, au cœur de ça, on a besoin d'avoir du coup ces stratégies open source. D'ailleurs, ça me permet de dire une chose, parce qu'il y a Frédéric Nicolas qui est dans la salle, qui est de la French Tech, et qui est l'organisateur le 19 juin des IA Days au Capucin à Brest. C'est un temps d'ailleurs dans lequel on contribue de manière bénévole et où tout le monde est invité pour venir continuer à penser justement l'impact de l'IA sur les organisations de management. Parce que la période qui arrive maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'IA, c'est plus un sujet de technique ou de technologie en réalité. Il y a des sujets, on les traite, mais en vrai, maintenant, c'est un sujet de transformation humaine, économique et sociale, et c'est ça le sujet de la transformation. Jean, quand même une petite réaction en tant que directeur de l'agence AOC. Est-ce que l'IA est arrivée dans tes locaux? Est-ce qu'effectivement, tout de suite, c'est une stratégie qui t'apparaît évidente? Ouais, la première des choses, c'est arrivé dans nos locaux il y a un peu plus de 6 mois, où on est parti en mode un peu Indiana Jones ou Nathan Drake pour les plus jeunes. On a sorti la serpe, on est parti dans la jungle et puis on s'est frayé un chemin. On s'est toujours dit en fait que ce qui fait peur, c'est ce que tu connais pas. Donc finalement, quand tu commences à rentrer dedans, tu trouves ça excessivement intéressant. Après, tu es pragmatique, tu vas par la théorie des petits pas. Et on s'est aperçu qu'en l'irriguant dans les équipes, en faisant des choix déjà, eh bien, des gens dans l'équipe avaient développé des compétences auxquelles elles ne pensaient même pas avoir accès quelques mois avant. C'est allé excessivement vite. Après, pour être sincère, l'élément essentiel, c'est de faire les choix, de regarder effectivement quels sont les applicatifs prioritaires dans l'entreprise. Et puis, il ne faut surtout pas en avoir peur. Mais moi, je trouve que c'est formidable qu'on ait mis ça aujourd'hui, parce que je pense que ça va ouvrir des vocations. Je trouve que cette table ronde, elle est remarquable dans la diversité des mondes que l'on voit, des domaines d'activité, des niveaux de connaissances, etc. Ce qu'on voit, c'est que ça touche absolument tout le monde dans la salle. Donc, ouais, on n'a pas fait exception à l'agence. Merci. On part remercier nos intervenants, Cyril, Maxime, Alain Perrin et Mathéo. Merci beaucoup.